Bonjour, monsieur. Fais-tu assez beau? Hein? Ah! Un aliment du Québec. Tiens, un autre. Un autre encore, bravo. Ah, un aliment préparé au Québec. Très bien. Décidément, ça n'arrête plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Hein? Bégo. Parce qu'ils encouragent l'économie locale, les aliments d'ici sont remarquables. Bonsoir tout le monde. Je suis bien heureuse de vous retrouver pour ce 4e débat électoral d'une série de 8. On est à mi-chemin dans les débats électoraux et on atteint aujourd'hui aussi la mi-campagne parce qu'on est au 20e jour sur un total de 39. Ce sont les candidats dans la circonscription de Marie-Victorin qui se prêtent à l'exercice ce soir. Avec nous, Catherine Fournier, députée sortante, candidate du Parti québécois, Martine Prévost de la Coalition Avenir Québec, Sonia Ziadé du Parti libéral du Québec et Carl Lévesque de Québec solidaire. Merci d'être avec nous en studio et de vous prêter donc à cet exercice. Je vous rappelle rapidement la façon dont on va fonctionner ce soir. Alors, les candidats se présentent au début, ils ont 1 minute, puis ils vous adressent aussi quelques mots à la toute fin. Je pose une question par rapport à chacun des 3 thèmes et des échanges sont aussi prévus entre les participants. Je vous rappelle également que tous les ordres de passage ont été déterminés par tirage au sort. Donc, on commence tout de suite avec la minute de présentation des candidats. Carl Lévesque, c'est à vous pour 1 minute. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Carl Lévesque. C'est la 4e fois que je me présente pour Québec solidaire dans la circonscription de Marie-Victorin. J'ai 38 ans. Ça fait 38 ans que j'habite en plein cœur de la circonscription. Dans ma vie de tous les jours, je travaille comme facteur. Et non, je ne suis pas avocat ni médecin. Et oui, je connais très bien les rues de Longueuil. J'ai commencé à m'intéresser à la politique après être venu de faire le tour du monde pendant plus d'1 an. À mon retour, les conservateurs de Stephen Harper étaient au pouvoir et faisaient tout pour privatiser Post Canada. J'ai donc travaillé avec le syndicat contre l'implantation des boîtes communautaires et contre la privatisation de Post Canada. C'est par la suite que j'ai décidé d'adhérer à Québec solidaire pour défendre les services publics. Depuis, j'ai organisé plusieurs voyages un peu partout à travers le monde, des voyages d'études politiques. J'ai aussi été bénévole dans un camp de réfugiés syriens. Si vous me choisissez pour vous représenter le 1er octobre prochain, je vous annonce que je ne prendrai que 50 % du salaire de député et que je redistribuerai le restant à la collectivité. Merci beaucoup. Merci, M. Lévesque. Madame Ziadé, vous avez 1 minute. Merci. Bonsoir, Mme Lemieux. Bonsoir, mesdames et messieurs à la maison. Donc, mon nom est Sonia Ziadé. Je suis la candidate du Parti libéral du Québec dans Marie-Victorin et je vous propose de devenir la représentante de vos intérêts à l'Assemblée nationale. Je voulais aussi souligner combien je suis heureuse d'être ici ce soir avec 2 femmes, et non seulement 2 femmes, mais aussi avec 2 jeunes. Vous savez, 1/3 des électeurs dans cette élection seront des jeunes. Et je trouve ça toujours très intéressant de voir des jeunes s'impliquer en politique. Alors, bravo à tout le monde. Puis, je suis très contente d'être ici avec vous. La jeunesse, pour moi, le bien-être des jeunes a toujours été une priorité. Ça fait partie de mon parcours. Et vous allez souvent m'entendre parler des jeunes pendant la campagne. D'ailleurs, j'ai 2 engagements dont je pourrais vous parler pendant la soirée qui concernent directement le bien-être de vos enfants, de vos petits-enfants. Ces engagements sont le fruit de mes conversations avec vous. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion depuis 2 ans et demi de travailler au gouvernement du Québec. J'ai pu voir à l'action les 125 députés et j'ai vu ce qu'un député peut accomplir. On vous demanderait de conclure pour ses rapidement. Citoyens. Merci. Merci, Mme Ziadé. Mme Fournier, vous avez 1 minute. Merci. Le 5 décembre 2016, j'ai reçu un immense gage de confiance de votre part, faisant de moi votre députée et la plus jeune femme à faire son entrée à l'Assemblée nationale. Je me suis tout de suite mise au travail pour être à la hauteur. Avec le Parti québécois et la confiance de Jean-François Lisée, j'ai défendu des dossiers importants, notamment la condition féminine et l'immigration. J'ai écrit un livre sur l'engagement des jeunes et donné des conférences devant plus de 2000 étudiants. Je ne me suis pas non plus gênée pour questionner durement le premier ministre sur les nominations partisanes de jeunes.
Bref, j'ai fait ma place. En cette ère où la politique a tout sauf bonne presse, je donne mon maximum pour contribuer à rebâtir le lien de confiance avec les citoyens. C'est pourquoi j'ai aussi mis en œuvre plusieurs initiatives novatrices pour me permettre de mieux vous représenter. Des assemblées citoyennes et en direct sur Facebook, une infolette de reddition de comptes, du bénévolat au sein des organismes et la publication de mon mandat pour plus de transparence. Ça, c'est juste un début. J'ai hâte de poursuivre mon mandat pour vous et avec vous à Longueuil. Ce sera donc un plaisir pour moi d'aborder les enjeux qui nous touchent ce soir au cours de ce débat. Merci, Mme Fournier. Mme Prévost, c'est à vous pour 1 minute. Bonjour à tous et à toutes. Martine Prévost, je suis candidate pour la CAQ dans la circonscription de Marie-Victorin. Issue d'une famille modeste, j'ai vécu toute mon adolescence à Longueuil pendant plus de 15 ans. Fait mon secondaire à Pierre-Dupuis, travaillé comme sauveteur sur les missiles de Longueuil, fait mon DEC en sciences au cégep Édouard-Montpetit. J'ai eu mon premier enfant ici à Longueuil. Je suis une femme d'affaires depuis 35 ans. J'ai œuvré pendant 20 ans dans l'industrie culturelle du disque et du spectacle, récipiendaire également de 6 Félix. Pendant ces 20 années, mon expérience politique se résume à avoir siégé pendant 10 ans sur le conseil d'administration de la Disque, 5 ans sur les conseils d'administration de la SODEC, Fonds Radio-Star et Musique Action au fédéral. Après 20 ans en culture, le temps était venu pour revenir à ma passion première, les chevaux. J'ai donc en 2010 acquis un centre équestre, une terre agricole, ainsi que bâti une école d'équitation pour ensuite, en 2016, prendre la direction d'un collège, un organisme à but non lucratif où j'offre une formation continue sous forme d'attestation d'études collégiales en technique équine. Je compte avec tout ce bagage bien représenter la circonscription de Marie-Victorin. Merci, Mme Prévost. Alors, on passe à ce premier volet qui est, en fait, le thème est mobilité et économie. Alors, je pose la question. Vous avez chacun 1 minute pour répondre à ma question. La question est donc la suivante. Le réseau routier de la Rive-Sud fait face à de nombreux enjeux, comme la congestion routière sur des axes importants. Qu'est-ce que vous proposez aux citoyens pour améliorer la mobilité dans la région? Mme Fournier, c'est à vous pour 1 minute. Merci. C'est clair que la mobilité, c'est directement lié avec la qualité de la vie de nos concitoyens. C'est pour ça qu'au Parti québécois, on met plusieurs projets de l'avant, notamment la réfection de l'échangeur de la place Charlemagne, parce que comme ça va permettre aux résidents du centre-ville de ne pas avoir à emprunter les mêmes voies que le pont Jacques-Cartier, qui cause énormément de congestion. Également, la construction de l'échangeur Edna-Maricourt, qui est réclamée depuis plusieurs années et qui permettrait de désengorger l'axe du chemin Chambly avec la 116 et donc de relier la rue Sainte-Hélène avec le boulevard Édouard à Saint-Hubert. Ensuite, on veut également proposer un grand plan de transport en commun, le Grand Déblocage, qui permettrait d'avoir un tramway entre la station de métro Longueuil et le terminus de Panama, mais aussi jusqu'à la gare de Saint-Hubert en passant par le cégep Édouard-Montpetit. On veut aussi retirer 100 000 voitures des routes de la région avec davantage de covoiturage. Donc, inciter les gens pour que concrètement, ils puissent occuper les places qui sont libres dans les voitures parce qu'à l'heure de pointe, il y a énormément de gens qui covoiturent seuls. Alors, on veut encourager vraiment le covoiturage à plusieurs. Merci, Mme Fournier. Mme Prévost, qu'est-ce que vous proposez aux citoyens pour améliorer la mobilité dans la région? Vous avez 1 minute. Comme tout le monde le sait, la congestion routière nuit à la qualité de vie des gens par le stress, la fatigue, les retards au travail et la pollution. Afin d'accroître le transport collectif, nous proposons d'instaurer un incitatif fiscal pour le covoiturage, l'ajout de stationnements incitatifs, le prolongement du REM sur 22 km de Brossard à Chambly, l'élargissement de l'autoroute 30 à 3 voies entre la 10 et la 20 pour permettre le transport collectif, une meilleure synchronisation des caméras de circulation, senseurs et certains feux intelligents pour rendre le réseau beaucoup plus fluide, encourager l'électrification des transports et finalement, faire une mise à l'étude en concertation avec les élus locaux pour un prolongement de la ligne jaune du métro. Parce que les familles et les citoyens le méritent bien. Merci, Mme Prévost. Mme Ziadé, vous avez 1 minute. Parfait, merci. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que la mobilité, et notamment la mobilité durable, est une priorité. Spécifiquement dans l'agglomération, on sait que c'est difficile les déplacements s'accroît dans l'agglomération entre les villes davantage qu'entre l'agglomération et Montréal. Et donc, je veux saluer l'engagement ou le plan qui a été déposé par les 5 maires et mairesses qui démontre vraiment un réel désir de s'inscrire dans une perspective de mobilité durable. C'est d'ailleurs un de mes engagements de travailler avec le milieu municipal et avec la RTM sur des solutions de mobilité durable pour faciliter la mobilité des personnes dans l'agglomération. L'amélioration de la fluidité sur nos routes passe par le développement des services de transport en commun.
Et d'ailleurs, le 4 juillet dernier, le ministre Fortin s'est engagé à financer l'étude sur le prolongement du métro Longueuil et pour un tramway sur l'axe du boulevard Tachereau. L'électrification des transports est aussi une priorité pour le gouvernement du Québec et j'espère, parce que j'ai plus de temps, j'espère pouvoir vous parler des incitatifs qu'on a mis en place. Merci, M. Lévesque. Écoutez, le transport à Longueuil, c'est la grande priorité. En fait, on a vu les 5 maires de l'agglomération Longueuil présenter leur vision 2025. Québec solidaire, on a écouté, on a très, très bien entendu ce que les 5 maires de l'agglomération voulaient. Avec le Grand Montréal Express, c'est 13,3 milliards d'investissements dans la grande région de Montréal que Québec solidaire va faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Longueuil? Pour Longueuil, ça veut dire 2 nouvelles stations de métro que l'on va financer, 1,5 milliard de dollars. Un tramway sur le boulevard Tachereau pour rejoindre le métro Longueuil et le terminus Panama. Ça s'ajoute ça à tout ce qu'on propose aussi. On propose d'ailleurs la réduction de 50 du coût du transport en commun. Bien entendu, ça a un grand avantage parce que ça retire des voitures de sur la route, mais ça a aussi un très, très grand avantage au niveau environnemental. Québec solidaire, on propose aussi un service de nuit pour la ville de Longueuil. Tous les grandes capitales du monde ont un service de nuit. On croit que Longueuil devrait se mettre à avoir un service de nuit aussi. Merci. Merci à vous tous. Alors, pour le deuxième volet, je pige le nom d'un candidat qui pose une question à l'autre participant de son choix. Et à ce moment, vous avez 2 minutes pour échanger. Alors, Madame Prévost, vous posez une question à l'autre personne de votre choix. Vous avez ensuite 2 minutes. Je voulais demander à Catherine comment vous pensez financer les enjeux en mobilité au Parti québécois. Bien, d'abord, on sait qu'il y a un projet qui est sur la table actuellement, qui est le REM, qui est prévu en ce moment à la hauteur de 8 milliards de dollars. Et ça, c'est sans compter tous les dépassements de coûts auxquels on s'attend. Et c'est pourquoi le Parti québécois va s'engager, comme c'est le cas avec le projet du REM, à s'asseoir avec la Caisse de dépôt et de placement et à se pencher sur le développement du projet du grand déblocage dont nous faisons la promotion. Parce que le grand déblocage va permettre de régler beaucoup plus efficacement les problèmes de mobilité sur la Rive-Sud, dans la grande région de Longueuil, parce que le défi dans le transport en commun, c'est de faire en sorte que ce soit beaucoup plus efficace pour les citoyens. Alors, il faut absolument qu'on puisse le développer. Le projet du REM nous amène seulement au 10-30. Nous, on croit que c'est possible, avec moins d'argent, donc avec 7 milliards de dollars, de réaliser beaucoup plus. Et c'est pourquoi on mise sur le développement du tramway. Donc, entre l'axe du terminus de Panama et le métro Longueuil. Et par la suite, on va aller se connecter à la gare de Saint-Hubert en passant par le cégep Édouard-Montpetit, mais également par le futur site de Monsun qui va amener énormément de circulation, de congestion, et donc de sorte à connecter le réseau dans son ensemble. Pour ce qui est des autres dépenses en infrastructure, bien sûr, ce sera prévu à notre plan que nous allons déposer, mais on s'est engagé fortement pour la réfection de l'échangeur de la place Charlemagne et également pour la construction du boulevard Edna-Marcourt de l'échangeur qui va connecter Saint-Hubert avec le quartier Saint-Robert chez nous dans Marie-Victorin. Merci à vous deux. Alors, Madame Ziadé, vous avez 2 minutes pour échanger avec l'autre candidat de votre choix. Toujours sur le même thème? Toujours sur le même thème. Vous pouvez parler de mobilité ou d'économie, des deux ensemble. C'est vous qui décidez. OK. J'ai une question sur l'économie pour Mme Prévost. J'ai eu le privilège au cours des dernières années de travailler en cabinet politique, donc j'ai pu constater à quel point les fonctionnaires travaillent fort, sans compter leurs heures. Et j'ai pas encore, moi, rencontré de fonctionnaires qui servaient à rien. Au contraire, ils sont épuisés parce qu'il y a un manque de fonctionnaires dans le gouvernement. Votre chef a promis de supprimer 5 000 postes de fonctionnaires qui jugent inutiles d'ici 2022 en profitant du départ à la retraite de 36 000 baby boomers. Toutefois, plusieurs analyses, dont une publiée par Radio-Canada, disent plutôt que 15 000 employés réguliers devront être embauchés dans les 5 prochaines années. C'est donc potentiellement de 5 à 15 000 jeunes et moins jeunes qualifiés qui ne pourront pas accéder à la fonction publique québécoise. J'aimerais savoir, est-ce que les 5 000 postes non remplacés, en fait, j'aimerais savoir dans quel ministère vous comptez les supprimer. Écoutez, je ne peux pas vous dire en ce moment dans quel ministère. On n'a pas encore mis les pieds, on n'est pas encore au pouvoir, donc on ne peut pas savoir. Nous, ce qu'on va faire, c'est surtout y aller par attrition. Donc, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Il va s'agir de s'asseoir et de regarder chacun des secteurs un par un
pour voir où on pourra couper. On va y aller par attrition, ce qui veut dire que par attrition, on laisse les gens partir à la retraite, on analyse chacun des secteurs et là, on peut voir si, oui, on a besoin d'ajouter des fonctionnaires, de changer notre façon de faire, de restructurer un département ou non. C'est comme ça qu'on pense le faire. On est une équipe économique de 35 gestionnaires qui sont habitués de gérer des entreprises. Donc, je pense qu'on est capable d'avoir l'œil pour réorganiser la taille de l'État. Est-ce que vous aimeriez conclure, Mme Ziadé, ou... En fait, je comprends que vous n'avez pas encore fait... vous savez que vous voulez en enlever 5 000, mais vous n'avez pas encore décidé pourquoi et comment. Bien, il va falloir commencer par mettre un pied dans le système pour regarder tout ça en tant que gestionnaire, oui, effectivement. Merci à toutes les deux. Madame Fournier, c'est à vous pour 2 minutes. Merci. Alors, j'aurais une question sur la mobilité à Mme Ziadé. Oui. Vous l'avez dit vous-même dans votre introduction, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur la Rive-Sud, donc qui se déplacent d'est en ouest. Et moi, depuis que je suis députée, j'ai mené plusieurs consultations, notamment auprès de nos PME, qui m'ont parlé de ce problème de mobilité entre l'est et l'ouest de la ville de Longueuil. Donc, c'est facile relativement de se rendre à Montréal, mais il manque vraiment d'offres pour donc se déplacer à l'intérieur même de la ville, et ça nuit à la compétitivité de nos entreprises. Même chose dans le sommet économique que j'ai organisé Entreprendre Marie-Victorin, qui réunissait plus d'une centaine d'entrepreneurs et les partenaires du milieu. Ils m'ont tous dit que c'était prioritaire. Alors nous, au Parti québécois, j'ai eu l'occasion d'en parler, avec le projet du Grand Déblocage, on veut vraiment venir offrir, avec le développement du tramway, cette possibilité donc de se déplacer d'est en ouest et d'utiliser les autobus qui font actuellement les trajets sur ces axes pour desservir davantage, par exemple, le boulevard Curé-Poirier, le boulevard Sainte-Foy, et venir répondre directement aux besoins de nos entreprises. On a été également le premier parti à appuyer l'élargissement de l'autoroute 30 pour le transport en commun et le covoiturage, ainsi que pour les véhicules électriques. Alors, on agit. Par contre, votre gouvernement a décidé à la dernière minute avant les élections, donc, de permettre la 3e voie, effectivement, sur l'autoroute 30. Mais concrètement, je n'ai pas entendu d'engagement de votre parti pour améliorer la mobilité d'est en ouest. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur vos intentions? En fait, je pense que le message a été envoyé quand on a décidé de financer l'étude pour le tramway sur Tachereau. Donc, l'engagement est là. On va attendre le résultat de l'étude, mais il y a clairement un signal qui a été envoyé que c'est une priorité puis qu'on pense que c'est une bonne idée. Maintenant, il faut que l'étude soit présentée. Puis, il y a aussi la RTM qui va avoir à choisir parmi tous les projets présentés. Mais c'est sûr que moi, si je suis députée, ça va être un dossier pour lequel je vais me battre à Québec. Ça, c'est très circonscrit. Il y a aussi toute la partie est de la ville de Longueuil qui n'est pas touchée par ça. C'est pour ça que nous, on propose un tramway de sorte d'aider vraiment les gens de Marie-Victorin, non seulement vers l'ouest, mais aussi vers l'est, parce que c'est vraiment là que se fait le développement, notamment des emplois. Merci à vous deux. Monsieur Lévesque, c'est à vous pour 2 minutes. Ma question serait pour Mme Prévost. Bon, comme vous savez, au Québec, on vit une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Puis comme vous le savez, économie et immigration sont souvent des sujets qui sont liés. Bon, à Québec solidaire, on n'a aucun problème avec l'accès actuel de 50 000 immigrants par année. On ne veut pas de tests ou de charte des valeurs. On ne veut pas ériger de murs ni de clôtures. Pour nous, les immigrants seront toujours les bienvenus au Québec. Cependant, à la CAQ, vous voulez abaisser le seuil d'immigration au Québec. Vous pensez qu'on en accueille trop. Mais en plus, vous indiquez dans votre programme que pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre, vous voulez engager la participation, vous voulez favoriser la participation au marché du travail le plus longtemps possible. Vous parliez même de conciliation retraite-travail. Est-ce que c'est ça le plan d'avenir économique de la CAQ, de fermer la porte aux immigrants et de faire travailler nos retraités plus longtemps? Écoutez, on n'a pas parlé de on a parlé de diminuer, oui, le seuil d'entrée des immigrants. Mais il faut savoir que statistiquement, depuis des années, avec les 15 dernières années libérales, il y a 26 des immigrants qui arrivaient ici, des immigrants économiques, et qui quittaient le Québec. Alors, basé sur ces faits-là, nous voulons accueillir les immigrants et s'en occuper mieux et mieux les placer en emploi. C'est la raison pourquoi on a décidé de baisser le seuil de façon à les accueillir mieux et s'en occuper mieux. Mais vous croyez qu'on ne pourrait pas bien accueillir des immigrants même si on en a 50 000? Le problème, selon moi, ce n'est pas le fait qu'il y a trop d'immigrants qui rentrent au Québec. C'est simplement le fait que, oui, vous avez raison,
On les a très, très mal accueillis ces dernières années. Bon, le Parti libéral n'est pas le seul responsable. À l'époque de Lucien Bouchard, ils ont fermé les COFI, qui étaient quand même des excellents organismes pour réussir à intégrer des immigrants. Et nous, notre vision à Québec solidaire, c'est simplement de, écoutez, on n'a rien contre les immigrants, on ne veut pas descendre le seuil d'immigration au Québec. On pense qu'on aurait simplement besoin d'un nouvel organisme semblable au COFI qui existait anciennement pour bien accueillir tous les immigrants. Merci à vous tous. Alors, on passe au deuxième volet, éducation et environnement. Je pose la question. Vous avez encore une fois 1 minute pour y répondre. Alors, la question est la suivante. Comment éduquer et sensibiliser davantage la population aux enjeux environnementaux? Madame Prévost, c'est à vous pour 1 minute. Alors, les enjeux de l'environnement sont très importants pour la CAQ car ils touchent 3 secteurs très importants, soit la santé, l'économie et bien évidemment l'éducation. Alors, au niveau de la santé, puisque l'amélioration de la mobilité fait diminuer la pollution, fait diminuer le taux de stress, de fatigue des citoyens. Au niveau de l'économie, puisque le développement des technologies créeront des emplois bien payés dans le domaine et de l'efficacité énergétique, autant que dans les sources alternatives d'énergie. Des domaines d'avenir en éducation. Au niveau de l'éducation, en sensibilisant les jeunes qui sont aux mesures positives pour atténuer les changements climatiques par des concepts tels que le zéro déchet, le concept des 5 R, soit réutiliser, réduire, recycler, réparer et rendre à la terre par le compost. Encourager le boycott du suremballage, les contenants de plastique, les bannir, les bouteilles d'eau, les capsules de café, etc. Donc, tout ça dans le but qu'ils intègrent au niveau de l'éducation tous les jours, pendant leur vie durant, une attitude responsable et rendre cette attitude contagieuse. Merci. Madame Ziadé, comment éduquer et sensibiliser davantage la population aux enjeux environnementaux? Vous avez 1 minute. Merci pour la question. L'environnement est une priorité et heureusement, tous les partis maintenant intègrent des éléments environnementaux dans leur plateforme. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je dirais 3 choses. Prêcher par l'exemple, des incitatifs et l'éducation. Donc, je vais commencer en vous disant prêcher par l'exemple. Un exemple concret, j'ai décidé concrètement de ne pas tapisser la ville de pancartes et de réduire mon nombre de pancartes électorales pendant cette campagne. Pour moi, c'est un geste concret pour montrer l'exemple. Au niveau du leadership, le Québec est un leader en changement climatique à travers le monde reconnu. Nous avons le plus faible taux d'émissions de GES par habitant depuis 2014, puis nous sommes un leader au Canada au niveau de nos ambitions de réduction des gaz à effet de serre. Nous avons aussi, bon, et ça passe par la mobilité durable, nous avons annoncé plusieurs mesures, je n'aurai jamais le temps d'en parler, mais mesures en transport en commun. Voilà. Si vous avez des questions de transport en commun, ça va me faire plaisir. Merci, Mme Ziadé. Monsieur Lévesque. Bien, écoutez, si on veut vraiment enseigner les meilleures pratiques environnementales à nos jeunes, il faut encore les envoyer à l'école. Et selon nous, Québec solidaire, ça fait très, très longtemps qu'on milite pour ça. On est pour la gratuité scolaire, du CPE jusqu'au doctorat. En fait, on se dit simplement que la meilleure, justement, manière que les gens aient des bonnes pratiques environnementales, c'est qu'ils les apprennent avec des profs qui ne sont pas surmenés, avec des profs qui vont pouvoir leur enseigner vraiment, vraiment tout ce qui est de plus important, en fait, au niveau environnemental. Dans ce sens-là aussi, bien, écoutez, c'est connexe, mais on propose l'embauche de 2100 nouveaux profs pour nos écoles, pour notre milieu scolaire, ainsi que 2300 professionnels pour leur venir en aide. Et on a aussi adopté un plan, en fait, d'investissement de 1,6 milliard de dollars pour la construction et l'entretien de nos écoles. Et il n'y a rien qui empêche, en fait, de bâtir des écoles où est-ce qu'ils sont des milieux de vie propices, des belles écoles vertes, justement, qui incitent les étudiants à pouvoir étudier tout ce qu'il y a d'important au niveau de l'environnement. Merci. Madame Fournier. C'est clair qu'il faut éduquer nos jeunes à la citoyenneté, mais il faut aussi que le gouvernement du Québec puisse donner l'exemple. L'environnement, ça doit être une grande priorité parce qu'il en va simplement de notre avenir. Hier, Jean-François Lisée a présenté le plan du PQ, un plan ambitieux et pragmatique pour lutter contre les changements climatiques qui a été accueilli avec enthousiasme par les leaders et les groupes environnementaux. Alors, on veut notamment intégrer l'énergie dans le ministère de l'Environnement, développer le transport collectif, comme j'ai eu l'occasion de vous en faire mention un peu plus tôt, mais en développant également la voiture électrique pour que d'ici 2035, il puisse avoir des bornes de recharge partout dans les stations-service. On veut aussi freiner l'étalement urbain, miser sur l'économie circulaire et réduire la surconsommation d'abord dans les ministères du gouvernement,
appuyer la transition énergétique des entreprises, mais aussi des habitations, alors lancer un grand chantier en ce sens. Et enfin, faire en sorte qu'il n'y ait aucun nouveau projet d'hydrocarbures autorisé et de réduire les permis d'exploration et d'exploitation, en fait, de les retirer progressivement. Et c'est comme ça qu'on va avoir un impact notable sur les émissions de GES émises par le Québec. Merci à vous tous. Alors, on passe à la période d'échange. On m'a indiqué en régie que vous aviez 30 secondes supplémentaires, donc 2 minutes 30 pour échanger avec le candidat de votre choix. Peut-être que ça vous permettra d'aborder les mesures en transport collectif. Alors, on procède tout de suite au tirage. Madame Prévost, vous avez 2 minutes 30 pour poser la question à l'autre candidat de votre choix, toujours sur le thème de l'éducation et de l'environnement. Moi, j'aimerais questionner Québec solidaire sur les moyens que vous prendrez pour restructurer et rebâtir le système d'éducation au Québec. Oui, bien écoutez, je veux dire, comme vous savez, on est fan de la gratuité scolaire d'un côté à l'autre, en fait, d'un bout à l'autre du système, des CPE jusqu'aux universités. On croit que l'avenir de nos jeunes passe par là. Québec solidaire, on a déjà appris à lancer un programme, en fait. On a déjà annoncé qu'on allait engager 2100 nouveaux profs et 2300 nouveaux gens de soutien. On a aussi annoncé un vaste plan de réinvestissement au niveau des écoles de 1,6 milliard de dollars, simplement pour rebâtir nos écoles. Écoutez, malheureusement, on sait tous un petit peu la situation qui existe présentement dans la circonscription de Marie-Victorin. En fait, dans la commission scolaire Marie-Victorin, désolé. On va avoir désormais, pour cette entrée scolaire-ci, 49 écoles roulottes qui vont être installées dans 9 institutions scolaires différentes, dont l'école Paul de Maricourt, où on se présente tous les deux, en fait, dans la circonscription de Marie-Victorin. Donc oui, écoutez, il va falloir passer par là. Il va falloir faire un réinvestissement majeur, tout simplement, dans tout ce qui s'appelle infrastructure au niveau scolaire. La situation de la commission scolaire de Marie-Victorin est quand même moins pire que ce qui existe à Montréal. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont vétustes et qu'ils ont besoin beaucoup d'amour et de soins. D'ailleurs, une des problématiques qu'on a déjà dénoncées, en fait, en début de campagne, c'est que, malheureusement, le gouvernement, quand il alloue l'argent pour bâtir une 424, une école de 4 classes de primaire, 4 classes de première jusqu'à 6e année, donne 16 millions de dollars pour bâtir l'école. Le problème, ironie de l'histoire, c'est qu'il ne donne pas d'argent pour acheter le terrain ou mettre cette école. Comme malheureusement, les écoles ne volent pas dans les airs, ça a créé plein de situations vraiment problématiques dans les dernières années dans la circonscription de Marie-Victorin. Il y a eu le cas de l'école Pierre-Laporte qui a été bâtie sur le terrain. En fait, ils ont été obligés de bâtir une école dans la cour de l'école Pierre-Laporte à Grenville Park, simplement parce qu'ils n'avaient pas de terrain, pas d'endroit où bâtir l'école. Donc, une des manières de faire ça, c'est oui, faire un vaste programme pour rebâtir nos écoles, nos infrastructures, mais surtout aussi quelque chose de très important, financer l'achat des terrains pour les nouvelles écoles qu'on veut bâtir. Merci à tous les deux. Alors, Monsieur Lévesque, c'est à vous pour 2 minutes 30. Je vais poser ma question à Mme Fournier, s'il vous plaît. Jean-François Lisée, en fait, est dans les coulisses du pouvoir du gouvernement péquiste depuis près de 25 ans. Malheureusement, le Parti québécois, quand il est au pouvoir, fait souvent tout le contraire de ce qu'il réclame quand il est dans l'opposition. Si on regarde le dernier gouvernement de Pauline Marois, le Parti québécois a fait des coupures de 400 millions de dollars dans l'éducation. Ils ont exigé des coupures de 200 millions dans les budgets des commissions scolaires. Ils ont reculé sur le gel promis des frais de scolarité après la grève étudiante de 2012. Vous avez fait une promesse de financement de 250 millions pour la cimenterie de Port-Daniel, qui est le projet le plus polluant au Québec. Vous avez permis l'exploration des hydrocarbures sur l'île d'Anticosti. Bref, ma question est la suivante, Mme Fournier. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à Jean-François Lisée au Parti québécois alors que le Parti québécois fait systématiquement le contraire une fois au pouvoir que ce qu'il propose quand il est dans l'opposition? D'abord, je vous corrigerai. En fait, on est arrivé au pouvoir en 2012 et il y a plusieurs projets qui avaient déjà reçu l'aval du précédent gouvernement libéral de Jean Charest. Alors, il y avait des contraintes dans lesquelles il y avait des contraintes. Par exemple, certains contrats, dans le cas d'Anticosti, on pourrait revenir là-dessus, le contrat appartenait au privé. On a fait en sorte de le ramener dans le giron public pour au moins qu'on puisse avoir les études. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il faut reconnaître les erreurs du passé. Et ça, clairement, c'en était une. C'est pour ça qu'on dit que maintenant, pour nous, c'est très clair. Dans l'avenir, il n'y en aura pas de nouveaux projets d'exploitation pétrolière. On met le cap vraiment sur la lutte contre les changements climatiques. Le Québec est, oui, un leader
leader à l'échelle internationale, mais on pourrait l'être encore plus fortement. D'abord, en étant un pays, en pouvant se représenter nous-mêmes sur la scène internationale. Je suis certaine que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Mais de faire en sorte que notre gouvernement puisse vraiment donner l'exemple. Notamment, tantôt, j'ai parlé des différentes mesures, mais on veut aussi forcer la Caisse à retirer tous ces investissements des énergies sales, des énergies fossiles, donc de sorte que l'argent du bas de laine des Québécois ne serve pas à enrichir les pétrolières. Alors ça, on le met de l'avant. Écoutez, il faut voir vers l'avenir. On croit que l'enjeu climatique, il est extrêmement important. Les décisions qui ont été prises, elles ont été dans le contexte du précédent gouvernement de Jean Charest et il y a eu pu avoir des erreurs et ça, on le reconnaît, mais on va de l'avant et on fait en sorte que maintenant, on met vraiment le cap sur l'environnement. Il faut qu'on puisse donner l'exemple et d'ailleurs, moi aussi, c'est quelque chose que j'applique au quotidien dans mon travail. C'est ce que vous dites à toutes les élections et c'est pas ce que vous faites. Merci à vous deux. Alors, on poursuit cette fois avec Mme Fournier. Vous avez donc 2 minutes 30. C'est à vous. Oui, alors ma question va à Mme Ziadé du Parti libéral et ça va concerner l'éducation, qui est une des grandes priorités aussi des citoyens de Marie-Victorin. Et nous, au Parti québécois, on croit que chaque dollar dont on dispose actuellement dans l'État québécois doit être réinvesti dans les services publics, notamment dans les services aux élèves qui ont été coupés par l'austérité libérale des dernières années. Mieux soutenir les enseignants, valoriser leur profession et aussi offrir un environnement qui est stimulant pour les apprentissages de nos enfants. Et je suis intervenue auprès du ministre Proulx à ce sujet à l'Assemblée nationale parce qu'ici, dans Marie-Victorin, il y a 12 écoles publiques sur 14 qui ont la cote de D ou de E pour le mauvais ou très mauvais état de leurs infrastructures. Ça, c'est extrêmement préoccupant parce que juste ici, dans Marie-Victorin, on a besoin de 11 millions de dollars de réinvestissement pour mettre nos écoles à jour. Et la semaine dernière, dans Le Devoir, on a pu notamment lire qu'il y avait un enseignant du centre professionnel Pierre d'Iberville qui avait obtenu une compensation pour les problèmes de santé que lui a causé les moisissures qu'il y avait dans l'établissement. Heureusement, ça s'est réglé, mais il reste encore 2 millions de dollars à investir pour cette seule institution scolaire de Marie-Victorin. Alors, on sait que les libéraux ont privé le Québec de 670 millions de dollars en revenus de taxes scolaires et que la CAQ veut faire encore pire en l'abaissant de 1,4 milliard. Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi votre gouvernement a priorisé une baisse de taxes scolaires plutôt qu'un environnement sain pour nos enfants et pour le personnel dans nos écoles? Merci pour la question. L'éducation est une priorité. La réussite scolaire des enfants est une priorité pour nous. Le grand chantier de rénovation des écoles a débuté. Il a débuté en 2016 et on s'était engagé à éliminer toutes les écoles vétustes du Québec d'ici 2030. Évidemment, ça ne se fera pas en 2 ans. Ça va se faire sur une longue période pour des questions évidemment financières et de ressources humaines. Mais le plan est là de rénover toutes les écoles et de les mettre dans des conditions acceptables pour tous les enfants. Je vous ai dit que pour moi, la jeunesse, l'éducation des enfants, de vos petits-enfants, de vos petits-enfants, enfants et petits-enfants est une priorité et je me suis engagée à poursuivre le plan d'embauche de nouvelles ressources dans les écoles afin de favoriser la réussite des élèves, notamment en difficulté et en besoins particuliers. On a déjà commencé à investir là-dedans aussi. On avait un plan d'embauche de 7500 personnes. Puis on en a engagé déjà 1700 l'année dernière. L'engagement était de 1500. Et on continue d'ajouter des ressources dans les écoles, dans les classes pour favoriser la réussite scolaire de nos jeunes. Merci à vous deux. Madame Ziadé, vous avez 2 minutes 30 pour échanger avec l'autre participant de votre choix. Pour une question en environnement, je l'ai dit, puis la question est pour Mme Prévost, mais je veux juste spécifier quelque chose que, oui, le Québec est un leader et oui, on pourrait faire plus, c'est sûr, à l'international. Par contre, l'environnement est une compétence partagée. Donc, le Québec a sa place sur plusieurs panels à l'international. On a d'ailleurs nommé un émissaire en changement climatique qui représente le Québec et qui est très, très en demande parce que le Québec a beaucoup d'expertise à partager, notamment en technologie verte. Comme observateur. Non, mais il participe à plusieurs discussions de très haut niveau. À l'accord de Paris, on était comme observateur. Cela dit, ma question est... Le Québec a une expertise aussi en énergie hydroélectrique. Nous avons des surplus d'électricité. Hydro-Québec négocie notamment pour aller en vendre aux États-Unis. C'est une énergie qui est considérée notamment dans certains États américains comme une énergie propre et elle est peu chère. La CAQ est d'accord. Est-ce qu'on va vendre ces surplus d'électricité aux États-Unis? Mais une question que je me pose depuis longtemps et je la pose candidatement parce que je me la pose vraiment depuis longtemps. Pourquoi, alors que nous avons des surplus, votre chef, jusqu'à récemment, promettait des nouveaux chantiers
de la baie James et donc la construction d'un nouveau barrage hydroélectrique? Écoutez, vous me surprenez parce que je n'ai pas vu ça nulle part. Il faudrait que vous me spécifiez exactement où on a parlé de ça. Mais oui, on veut vendre les surplus d'électricité, évidemment. Là où on n'était pas d'accord, c'était le projet des éoliennes parce qu'on y voyait un trou financier majeur et on ne voudrait pas soutenir ce projet-là. D'autre part, au niveau de l'électricité, oui, vendre aux États-Unis, c'est un long shot, comme on dit, c'est du long terme. On voudrait encourager les États-Unis à utiliser l'électricité pour empêcher l'utilisation du charbon et d'autres matières dommageables pour l'environnement. Alors, nous, ce qu'on veut faire surtout, parce que là, bien, si je m'adresse à vous en particulier, j'aimerais vous dire qu'on va développer des indicateurs pour la gestion de fonds verts parce que les libéraux ont vraiment gaspillé le fonds vert. Le fonds vert était destiné à des initiatives vertes grande échelle et ça n'a pas été fait. Vous avez supporté Orléans Express, Air Canada, des initiatives qui n'étaient absolument pas des initiatives vertes. Alors là, nous, on s'engage à mettre des indicateurs de gestion du fonds vert, augmenter la mobilité verte, on en a parlé amplement tout à l'heure. Merci à vous deux. Alors, on passe au troisième et dernier volet. Le thème est santé et aînés. Alors, je pose la question, encore 1 minute pour y répondre. La question est la suivante. Qu'entendez-vous faire pour améliorer l'accès aux soins de santé dans votre circonscription, dans un contexte où la population, elle est vieillissante et qu'elle exerce une pression à la hausse sur les services de santé? Madame Ziadé, vous avez 1 minute. Si vous allez voir les budgets du gouvernement du Québec, pendant notre mandat, le budget du M3S, comme on dit, le ministère de la Santé et des Services sociaux, a augmenté de 5,9 milliards de dollars. Nous avons engagé déjà du personnel soignant de plus. Parmi les résultats concrets, il y a 1,1 million de personnes de plus qui ont accès à un médecin de famille. 72 GMF ont été créés. Il y a 49 cliniques où les services sont offerts 12 heures par jour, 7 jours sur 7. L'attente a diminué de 3 heures dans les urgences. Je le sais, c'est encore très long, mais c'est un bateau qui tourne lentement. Mais les améliorations vont dans le bon sens. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, il y a un enjeu pour lequel je veux m'engager dans le comté dont on ne parle pas assez et pour lequel on a fait énormément d'investissements. C'est pour les services en santé mentale, particulièrement santé mentale chez les jeunes. Je suis fière de tout ce que nous avons annoncé au niveau de cet enjeu. Depuis 2014, le gouvernement a posé des gestes importants, notamment avec une publication d'un plan d'action en santé mentale accompagné d'un financement de 70 millions. Le plan a tout un volet des mesures qui s'adressent spécifiquement aux jeunes. Et comme il me reste 2 secondes, je vous dirais que je voudrais que plusieurs de ces ressources soient investies ici dans Marie-Victorin. Merci, Mme Ziadé. Monsieur Lévesque. Oui, bien écoutez, c'est très simple. Québec solidaire, on propose l'ouverture des CLSC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas très, très compliqué. Je veux dire, ce qui arrive dans notre système de santé, c'est que les gens attendent tellement longtemps à l'urgence qu'ils attendent que leurs problématiques dépérissent de plus en plus, de plus en plus. Et quand ils finissent par se rendre à l'urgence, bien malheureusement, l'urgence ne reçoit que des cas lourds parce qu'ils ont trop attendu avant d'y aller, parce qu'il n'y avait pas une première ligne assez forte. Donc, le plan de Québec solidaire, c'est simplement, on a investi 1,5 milliard de dollars pour ouvrir les CLSC 24 heures sur 24, que ce soit notre grosse ligne, une grosse première ligne en santé et bien sûr un réinvestissement en santé. Là-dessus, on pourrait ajouter, on propose aussi une assurance dentaire publique pour tout le monde. En fait, l'idée, c'est simplement d'assurer les gens simplement pour les services des dentistes. Il n'y a aucune raison pour laquelle les gens se doivent de payer extrêmement cher pour les services du dentiste. Il y a 27 % malheureusement des Québécois qui ne vont jamais chez le dentiste parce que ça coûte trop cher. Donc, on propose une assurance dentaire. 80 % du préventif va être couvert par notre assurance dentaire. 60 % du curatif. Simplement, les gens vont se pointer chez le dentiste, vont payer avec leur carte d'assurance maladie. Ça va améliorer l'accessibilité au système de santé. Merci. Madame Fournier. Qu'entendez-vous faire pour améliorer l'accès aux soins de santé dans votre circonscription? Vous avez 1 minute. Il y a des actions concrètes et rapides qu'on est capable de poser pour faciliter l'accès de nos concitoyens aux soins de santé. Et ça passe par donner plus de pouvoir et de soutien aux autres professionnels du réseau et de cesser le tout aux médecins qui a caractérisé les 15 dernières années libérales et plus particulièrement le dernier mandat.
Alors nous, on souhaite geler la rémunération des médecins de sorte que le 7 milliards de dollars qui est prévu actuellement puisse aller directement dans les soins aux patients. Alors en donner plus aux 19 autres types de professionnels dans notre réseau, dont les infirmières qui subissent un grand épuisement. On l'a vu autant à l'hôpital Charlemagne, ici à Longueuil, qu'à l'hôpital Pierre-Boucher, mais partout au Québec. C'est important de mieux les soutenir. Ouvrir les CLSC 7 jours sur 7, de 9h à 9h, pour qu'on puisse en tout temps consulter une infirmière et lui permettre de poser des gestes simples. Une super infirmière peut tout à fait diagnostiquer, par exemple, une otite, une amygdalite et venir prescrire un médicament. Alors, on veut que ça soit possible. On veut qu'on puisse avoir des réseaux de cliniques de super infirmières partout au Québec, basés sur le modèle de la clinique communautaire SAPSA qu'il y a déjà à Québec. Alors, on a de quoi s'inspirer. Moi, je souhaite qu'il puisse en avoir une dans Marie-Victorin. J'y travaille et on souhaite pouvoir l'ouvrir d'ici les 4 prochaines années. Merci. Madame Prévost, c'est à vous. Bon, c'est un secret pour personne. Le système de santé est en mauvais état. Le personnel est en détresse. Nos aînés sont traités avec un manque de dignité inconcevable. Il y a des heures d'attente à l'urgence qui fait en sorte que les plus vulnérables attendent beaucoup trop longtemps pour souvent des maux qui pourraient se faire traiter ailleurs et autrement. Donc, nous, nos solutions sont simples, mais sont nombreuses. On veut revoir les façons de faire, évidemment. Poursuivre le déploiement de 2000 nouvelles infirmières praticiennes spécialisées qui pourraient faire des diagnostics, élargir les compétences des professionnels, favoriser l'interdisciplinarité et la continuité des soins, revoir le mode de rémunération des médecins, on en a parlé amplement, en revoyant aussi le financement des hôpitaux, poursuivre le déploiement d'un plan d'action en santé mentale, ça va être très, très important, s'attaquer au surdiagnostic. Il est possible de faire beaucoup d'économies de ce côté-là. En élaborant une politique nationale des soins à domicile qu'on a annoncée cette semaine par les soins afin de protéger, par une politique pour protéger l'enveloppe qui est destinée, soit 800 millions sur 4 ans, 200 millions de plus qu'en ce moment. Et pour lutter finalement contre l'isolement des aînés, un programme d'appel automatisé détectant les urgences en cas d'inactivité avec des équipes de gériatrie sociale. Merci. Alors, je vous rappelle que vous avez 2 minutes 30 pour solliciter l'autre candidat de votre choix sur le thème de la santé et des aînés. Madame Fournier, c'est à vous pour 2 minutes 30. Donc, ma question ira encore à Mme Ziadé du Parti libéral. Vous savez, sur la question des aînés, on parle beaucoup de santé, mais quand on parle de vieillir dans la dignité, il faut penser que les aînés ne sont pas tous malades. On vit de plus en plus longtemps en bonne santé et ça, c'est tant mieux. C'est pour ça qu'au Parti québécois, on veut mettre en place des mesures vraiment concrètes pour permettre aux aînés de vivre activement, de continuer à contribuer à la société et aussi pour combattre l'isolement, notamment avec l'instauration de maisons intergénérationnelles. Mais c'est vrai qu'à un moment, on peut tomber malade. Et dans ce cas-là, il faut accompagner les gens pour qu'ils puissent rester le plus longtemps là où ils sont le mieux, c'est-à-dire à la maison. On veut rajouter donc dès la première année 900 000 heures supplémentaires en soins à domicile, mais aussi 8 heures de répit par semaine pour les proches aidants, avec un suivi psychologique et médical, comme le fait notamment super bien la SPAL ici à Longueuil. Il faut que nos organismes puissent avoir plus de moyens pour agir en ce sens-là. Bien sûr, ça coûte vraiment cher, il faut faire des choix, mais pour nous, au Parti québécois, on dit que vieillir dans la dignité pour nos aînés au Québec, ça doit être prioritaire. Il faut le faire maintenant, pas comme avec la CAQ en 2038 avec ses maisons des aînés. Par contre, les libéraux ont choisi de consentir 7 milliards d'augmentation salariale aux médecins. Nous, on va geler ce salaire-là parce que l'argent doit aller ailleurs. Les aînés veulent rester à la maison, on doit leur en donner les moyens. Alors, je me demande pourquoi votre gouvernement préfère en donner toujours plus aux médecins plutôt que de choisir des solutions qui permettraient à nos aînés de pouvoir vieillir dans la dignité à la maison. Merci pour la question. Alors, comme je le mentionnais auparavant, les budgets du ministère de la Santé ont toujours augmenté. Ils ont été augmentés de 5,9 milliards. En fait, ils ont été augmentés de 5,9 milliards et nous atteignons 4 de croissance, ce à quoi nous étions engagés. Les budgets en service ont toujours augmenté, donc l'argent va dans le système de santé. Pour l'année 2018-2019, c'est une croissance de 5,3 des budgets. Pour ce qui est des mesures concrètes, oui, les personnes âgées, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont encore en santé. Nous avons décidé de s'engager à augmenter l'offre des soins à domicile pour améliorer la qualité de vie de ceux qui en bénéficient avec 200 millions de dollars annuellement pour ajouter du personnel dans ce secteur-là.
Nous allons faciliter l'attraction et l'embauche de préposés aux bénéficiaires. J'ai déjà travaillé dans une résidence pour personnes âgées. Ici, sur la Rive-Sud, les préposés aux bénéficiaires font un travail exceptionnel. On peut partager puis donner du travail, comme vous l'avez dit, aux super infirmières, aussi aux préposés aux bénéficiaires. Et malheureusement, le temps est terminé. Trop court. Madame Ziadé, c'est à vous pour 2 minutes 30. Oui, en fait, la question est pour Mme Fournier parce qu'on continue sur le thème des aînés. Les aînés, vous l'avez dit, sont importants. Le Parti libéral est le parti qui a mis de l'avant la question des conditions de vie des aînés, notamment avec la première politique gouvernementale des aînés, avec 2 plans d'action destinés à améliorer et à accroître le soutien aux aînés. L'adoption d'une première loi pour lutter contre la maltraitance. Nous sommes aussi le seul parti politique qui a une commission permanente spécifique aux aînés. Quelques engagements récents qui ont retenu mon attention. Les aînés recevant des suppléments de revenus garantis auront un accès gratuit à des soins de base pour les dents. Vous parliez d'isolement. Le système d'écoute téléphonique va permettre d'échanger à ces personnes-là, d'appeler et d'échanger sur des enjeux de leur vie quotidienne. Et dans toutes nos politiques et actions gouvernementales, dans le processus d'évaluation, il y aura toujours une étude d'impact sur les personnes aînées systématiquement incluses. Donc, on est d'accord, c'est important. Je pose une question qui me tracasse, puis je la pose encore une fois parce que j'essaie de comprendre. Pourquoi est-ce que le Parti québécois n'a pas dans son organisation d'instance spécifique pour écouter les besoins des aînés? C'est vrai, c'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est une belle initiative du Parti libéral. On pourrait tout à fait en mettre une sur pied. Au Parti québécois, les instances, c'est un peu compliqué là, dans nos statuts. Ça prend beaucoup de travail. Et je l'ai moi-même vécu à l'interne. Donc, c'est beaucoup, mais je m'engage à regarder ça avec les gens du Parti. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment à cœur le bien-être de nos aînés au Québec. Moi aussi, j'ai déjà fait du bénévolat, en fait, dans une résidence aux personnes aînées. Puis c'est une des raisons qui a motivé mon engagement. J'ai vécu avec ma grand-mère aussi. Donc, bref, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Puis je trouve vraiment qu'on a des propositions super intéressantes pour les personnes âgées au Québec. On veut notamment mettre en place une prestation de reconnaissance qui va donc donner un budget de 350 $ à 1 million d'aînés au Québec, qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir l'utiliser selon leurs besoins. Ça peut être le logement, ça peut être par exemple les lunettes, ça peut être au niveau des dents. Mais chaque aîné au Québec qui correspond donc à un revenu de moins de 35 000 $ va pouvoir en bénéficier. Parce que le revenu des aînés, c'est important. C'est ça que les gens nous disent. Il y a vraiment une difficulté au niveau de la pauvreté. On voit que la pauvreté augmente chez les personnes aînées. Ça, c'est très préoccupant. Mais on veut aussi leur donner les moyens de contribuer encore à la société. On veut mettre en place, par exemple, des programmes de mentorat. On veut leur permettre de développer plus de programmes aussi d'université du 3e âge pour que, bref, nos aînés puissent vieillir activement et prendre part à la société québécoise comme ils l'ont si bien fait. Merci à vous deux. Alors, on poursuit avec M. Lévesque. Vous avez 2 minutes 30. Ma question serait pour Mme Ziadé. La réforme Barrette a eu un impact négatif sur le réseau de santé en épuisant le personnel, notamment les infirmières qui sont souvent forcées de faire des heures supplémentaires obligatoires. D'un autre côté, on le sait, la rémunération des médecins spécialistes a explosé. Québec solidaire veut réouvrir les ententes avec les médecins et investir 1,5 milliard de plus dans le domaine de la santé, notamment dans la première ligne, comme j'ai dit précédemment, avec des CLSC ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ma question, comment pouvez-vous justifier qu'aujourd'hui, les 21 000 médecins du Québec gagnent plus que les 165 000 infirmières et autres personnels du système de santé réunis? Merci de souligner la réforme. En fait, je pense qu'on était tous d'accord qu'il fallait faire une réforme dans le système de santé. C'est important. Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais il y a des choses qui vont dans le bon train. Vous avez dit qu'il y a eu un impact négatif. Je vous rappelle, 1,1 million de personnes de plus ont accès à un médecin de famille. Il y a 72 groupes de médecins, de médecine familiale qui ont été mis en place. Donc ça permet un partage aussi des responsabilités. Avez-vous vérifié avec les infirmières s'ils trouvent que le système va mieux? J'ai parlé à certaines infirmières, j'ai parlé à certains bénévoles dans les hôpitaux et tout le monde ne me dit pas que c'est la catastrophe et que tout va mal. Okay. Il y a des gens qui constatent effectivement des améliorations. Il y a des améliorations notamment dans le temps d'attente des personnes opérées pour certaines chirurgies aussi. Donc, c'est pas facile de réformer le système de santé, mais il y a eu des améliorations. Et ça va continuer. Et le ou la prochaine médecin ministre de la Santé aura aussi du travail à faire. Ce sera peut-être M. Barrette, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Souhaitez-vous que M. Barrette revienne? C'est pas à moi de décider, c'est pas moi le chef du Parti libéral.
Donc voilà, fait que là, vous me laissez du temps pour parler de la santé. Est-ce que je peux parler de transport en commun? Bien, en fait, on est vraiment dans le thème de la santé des aînés. C'est important de respecter le thème. Mais je vous laisse continuer À ce moment-là, je vais d'échanger. continuer à parler de santé mentale. Donc, comme c'est une de mes priorités, la santé mentale des jeunes, nous avons, comme je le disais, et puis vous avez fait aussi allusion, ça prend un plan, on a lancé un plan en santé mentale. À ce niveau-là aussi, on a lancé le premier programme public de psychothérapie. On a déjà débuté une nouvelle initiative Air ouverte pour favoriser la santé mentale des jeunes de 12 à 25 ans. Et plus récemment, l'engagement de développer une stratégie pour favoriser la santé mentale des étudiants et des étudiantes dans les cégeps et dans les universités. Merci, Mme Prévost. C'est à vous pour 2 minutes 30. Alors, je vais m'adresser, évidemment, à Madame à côté de moi, libérale. Écoutez, nous, on a pour notre dire à la CAQ que l'argent ne règle pas tout. Et donc, il faut revoir régulièrement les façons de faire. C'est comme ça que les gestionnaires pensent. On ne regarde pas seulement les façons de faire, mais on regarde aussi comment le faire et quoi changer et réétablir les cibles. A-t-on atteint nos cibles? A-t-on atteint les gens qu'on voulait atteindre? Et on est obligé de constater qu'après 15 ans de régime libéral, que ce soit avec Jean Charest ou Philippe Couillard, vous aviez promis de remettre le système de santé sur pied. Et en tout cas, on ne doit pas rencontrer les mêmes infirmières, les mêmes préposés aux bénéficiaires et même le personnel de soutien dans les maisons de personnes âgées ou dans les hôpitaux parce que moi, on me dit que ça ne va pas super bien. Ma mère est dans une maison d'hébergement et le soir, quand je peux aller la visiter, des fois, il y a une personne pour 30 patients. C'est absolument pas normal et c'est même dangereux à la limite. Alors moi, je vous demande, il y a des aînés qui attendent des soins à domicile depuis des mois. Vous parlez de grosses sommes et j'ai entendu dans mon porte-à-porte énormément d'aînés qui me disaient qu'ils n'avaient pas encore accès aux soins à domicile. Ça prend une éternité. Des parents qui attendent des traitements pour leurs enfants dans les CLSC, c'est des attentes. À pu finir à Pierre-Boucher, on est encore à 23 heures d'attente aux urgences après 15 ans. Les sondages démontrent encore qu'il y a une grande insatisfaction dans l'accès aux soins de santé. 1,6 million de Québécois sont toujours orphelins d'un médecin de famille. Je suis passée 7 ans sans médecin de famille quand ma médecin est tombée à la retraite il y a 1 an. Bref, la majorité des patients sont incapables d'obtenir des rendez-vous et rencontrer un médecin le jour même. Alors, expliquez-moi comment c'est possible qu'en ayant investi autant de milliards, on se retrouve encore dans cette situation-là. Puis j'ai encore des points là, que je n'ai pas le temps de mettre de l'avant, mais il y en a. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, merci pour la question. Tous les problèmes ne sont pas réglés. Comme je vous disais, il y a eu des améliorations, puis encore du travail à faire. Le ministère de la Santé, c'est un des ministères où on met le plus de ressources et le plus d'investissements. C'est un gros ministère et la population vieillit. Donc, les problèmes, il y en reste encore beaucoup à régler, mais comme je vous disais, les médecins de famille, oui, il y a des personnes qui n'ont pas encore accès, mais il y a 1,1 million de plus dans le dernier mandat. Quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous continuez de mettre de l'argent, c'est ça? Ça va dans le bon sens. Les temps d'attente se réduisent, Merci mais à vous deux. il n'y a pas de baguette magique. On termine ce débat ou cet échange avec la minute de conclusion. Vous avez 1 minute pour vous adresser directement à vos électeurs. Monsieur Lévesque, c'est à vous. Élire un député, c'est d'abord choisir une personne qui va vous représenter valablement à l'Assemblée nationale. Dans ce débat, vous avez vu 4 partis avec une vision fort différente pour le Québec. Québec solidaire, un parti qui s'engage dans la lutte au changement climatique. Un parti qui s'engage pour le transport en commun sur la Rive-Sud. Un parti qui s'engage pour réduire la richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Un parti qui veut améliorer notre système de santé et la condition de vie de nos aînés. Un parti qui veut réellement la gratuité scolaire et l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Bref, un parti du 21e siècle pour rêver des meilleurs lendemains. Les autres partis vous offrent déjà du déjà-vu. Et au fond, la CAQ, c'est juste une copie des libéraux de Philippe Couillard ou des conservateurs de Stephen Harper. Nous, à Québec solidaire, on est présents sur le terrain, même hors de la période électorale. Voter pour Québec solidaire, c'est choisir le parti qui est là pour les millions de citoyens du Québec et pas seulement pour les millionnaires. Merci. Merci. Madame Fournier. Ceux d'entre vous qui me connaissent déjà le savent, je suis une députée hyper active. Il y a une raison pour ça et c'est très simple. J'aime les gens et je suis passionnée de ce que je fais. Depuis mon élection, quand je me lève le matin, il n'y a pas un seul jour où j'aurais voulu occuper un autre rôle que celui de vous représenter. Moi, je suis passionnée de pouvoir vous appuyer dans vos projets,
passionnée de pouvoir vous aider dans votre quotidien et passionnée de pouvoir porter nos aspirations collectives. Vous savez, moi, je crois au Québec, à ce qu'on est capable d'accomplir en tant que nation et à notre capacité de nous gouverner nous-mêmes en tant que pays. Et je crois aussi profondément aux gens de Longueuil, des gens solidaires et fiers. J'habite ici, je vous côtoie tous les jours dans nos quartiers, dans nos commerces, dans nos organismes, et je sais qu'on est capable de continuer à faire des grandes choses ensemble. Au Parti québécois, nous avons justement un programme solide, porteur de solutions, appuyé par une équipe intègre, rigoureuse et qui a du cœur. Nous sommes prêts à incarner le changement dont nous avons tellement besoin au Québec. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, et moi, je compte sur vous. Je vous remercie. Merci, Mme Fournier. Mme Ziadé, vous avez 1 minute. Merci, Mme Lemieux. Je veux remercier les autres candidats de s'être prêtés à l'exercice aujourd'hui et l'équipe de TVRS pour l'organisation de ce débat. À toute l'équipe, merci beaucoup. À vous à la maison, merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de vous informer. Votre participation à l'élection du 1er octobre est importante. Je veux juste rappeler, moi, j'ai 40 ans et de mes 40 ans, je ne me souviens pas un temps où tous les indicateurs économiques étaient ouverts en même temps comme aujourd'hui. Nous sommes passés de 6 années de déficit budgétaire à 4 budgets équilibrés consécutifs. Le Québec a franchi une nouvelle étape en s'attaquant à la dette. C'est la première fois depuis la fin des années 50 que la dette du Québec diminue. Nous ne voulons pas transférer le poids de la dette aux générations futures. Je l'entends beaucoup sur le terrain. J'ai entendu encore ce midi à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Les gens de la Rive-Sud, et dans mon cas, les gens que j'entends sur le terrain à Marie-Victorin, disent qu'ils ont l'impression que les messages ne se rendent pas à Québec. S'il y a une chose que je veux vous retenir ce soir de notre conversation, c'est qu'il est temps que les gens du comté aient l'intention que l'Assemblée nationale leur prête attention. Merci beaucoup. Merci. Mme Prévost. Depuis le début de la campagne, on parle d'engagement de millions, de restructuration, d'économie, de santé. Pour avoir fait beaucoup de porte-à-porte, pour avoir parlé avec les gens, écouté les gens nous disent que la campagne manque de profondeur, qu'ils n'y trouvent pas leurs préoccupations. Alors moi, j'ai envie de vous dire que si on a la capacité de prévoir, en tant que gouvernement, d'anticiper et de proposer l'avenir aux citoyens, c'est donc qu'on a aussi le pouvoir de le créer. On a pu faire émerger des populations éduquées depuis quelques décennies, nourrir une impressionnante évolution technologique, ça faut se le concéder, développer le langage qui nous permet de décrire le monde, et à travers les mots, on a pu inventer des notions comme la justice, l'égalité et la démocratie. À nous entendre parler aujourd'hui, l'avenir apparaît peut-être sombre, surtout si on pense aux aînés, à l'environnement et à la pauvreté. Pourtant, on est aux commandes. Et on peut bâtir l'avenir qu'on souhaite offrir à nos enfants et nos petits-enfants. On est trop nombreux à avoir la conviction que baisser les bras, c'est pas une option. Je demanderais de conclure, Mme Prévost, rapidement. Trop nombreux pour déterminer, abandonner. Tout est question de choix, tout est question d'engagement. C'est ce que la CAQ vous propose. Merci à vous tous d'avoir participé à ce 4e débat. Merci d'avoir été en studio. J'aimerais aussi remercier les gens qui nous écoutent sur les ondes de télévision Rive-Sud, mais aussi sur Facebook, parce qu'on est en live Facebook. Et on m'indique qu'il y a eu beaucoup d'échanges ce soir sur ce live Facebook. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et je vous donne rendez-vous aussi demain, 5e débat. Cette fois-ci, on se déplace dans la circonscription de Montarville. Encore une fois, vous pouvez nous suivre sur les ondes de télévision Rive-Sud, sur notre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une excellente soirée. TVRS, ce n'est pas seulement que de la télé. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux en devenant un adepte